Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Hello à tous! Cette semaine, je reçois à mon micro l'auteur hyper productif, Johan Levé. Son premier jeu de gestion, Myrmes, édité par Hysteria Games, avait décroché l'As d'or en 2013. Depuis, Johan a fait des jeux de logique et de déduction sa marque de fabrique. Le co-auteur de Turing Machine a sorti cette année différents jeux chez Djeco dans la gamme Sologique. En septembre, c'est Archéologique qui a débarqué chez Ludonote. Plus récemment, au Salon international de Essen, Bombix a présenté Humanity, son nouveau jeu de gestion et d'anticipation. J'ai interviewé Johan à l'occasion du Sommet des Jeux à Valmeinier cet été, où nous avons passé une semaine de vacances ludiques avec de nombreux professionnels du monde du jeu de société. Nous avons parlé de son parcours de joueur et d'auteur, de son actualité et de ses projets. Je suis contente de retrouver Johan Levé, que j'avais rencontré il y a quelques mois sur le Palais des Festivals à Cannes. Voilà, pour nous parler de Turing Machine. Bienvenue Johan à nouveau sur le podcast. Eh ben merci de m'avoir invité. Alors ça fait plaisir de te revoir parce que là l'idée il est vraiment d'avoir plus ton parcours. C'est vrai qu'on avait détaillé Turing Machine la dernière fois avec Fabien, voilà. Et c'est vrai que moi j'aime bien connaître le parcours des gens et savoir comment on tombe dans la marmite. Il y a beaucoup d'humains dans le jeu de société, ouais. Bah ouais, et comment on tombe dans la marmite déjà. Alors je pense que avant d'être un auteur, tu étais un joueur. Ça a démarré comment pour toi? Déjà, moi je remarque que souvent les auteurs de jeux disent que quand ils étaient petits, ils adoraient mettre le nez dans les mécaniques, qu'ils modifiaient tout le temps les règles, etc. Ça n'a jamais été mon cas. En fait, vraiment, moi, avant de bosser sur mon premier jeu édité, vraiment, avant ça, j'ai jamais... Alors déjà en étant petit, mais même plus tard, quand j'ai découvert le jeu moderne, j'ai même pas, je me suis jamais amusé à changer les règles. Pour moi, un auteur, il a fait un choix et je le respectais parfaitement. Voilà. Mais après, pour revenir un peu plus en arrière, donc... moi, dans ma jeunesse, comme tout le monde, j'ai joué aux jeux classiques. Et en fait, à vrai dire, je détestais ça. En fait, mes parents m'ont beaucoup fait jouer à la coinche, à la belote, au tarot. Et en fait, ils m'ont un peu forcé, même carrément. Et ce qui fait que j'aimais pas jouer. Je disais à tout le monde que j'aimais pas les jeux de société. Et en fait, à l'adolescence, j'avais déjà rencontré Céline, donc c'était en 2004. On s'ennuyait les week-ends. Et une fois, avec la sœur de Céline et donc mon beau-frère, en fait on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end-là, on s'embêtait. Ils m'ont dit et si on faisait un Monopoly? Donc moi j'ai dit non, surtout pas ça, au secours, pas un jeu de société. Et finalement on a quand même fait un Monopoly. Et comme prévu, j'ai détesté, sauf que en fait, j'avais vraiment apprécié le moment qu'on avait passé, le fait d'être ensemble, de rigoler. C'était pas forcément, le plus important, ça n'avait pas été forcément le jeu au milieu de la table, ça avait vraiment été le moment qu'on avait passé. Et donc vraiment par hasard, il s'est trouvé que c'était un dimanche et le lendemain, un lundi, on était dans des grands magasins. Et puis je me suis dit, j'étais allé vraiment dans un King Jouet ou je sais pas quelle marque ça pouvait être à l'époque. Et je me suis dit, allez, allons voir le rayon jeux de société, au cas où peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Et à cette époque-là, évidemment, les jeux modernes, entre guillemets, n'étaient pas du tout dans les rayons. Mais par chance, à l'époque, il y avait vraiment un jeu qui avait percé, c'était les Colons de Catane. Donc, je me suis retrouvé face à cette boîte de jeux intrigants. Ça avait l'air d'être des ressources. Moi, j'étais fan à l'époque du jeu vidéo Settlers. Et du coup, j'ai acheté ce jeu. Et là, je suis tombé d'amour du jeu. On a joué des semaines et des semaines. J'ai acheté une boîte, puis 2 boîtes, puis 3 boîtes. On faisait des maps gigantesques. Et puis donc, moi, je suis tombé d'amour pour le jeu de société grâce aux Colons de Catane que j'ai découvert par moi-même. Et du coup, ça veut dire qu'il faut persister quand on n'aime pas un truc au départ. Oui, d'ailleurs, maintenant, en fait, on est dans le monde du jeu, quand on est un peu passionné, en fait, on entend souvent des gens qui disent non, moi, j'aime pas le jeu, j'aime pas jouer. Et en fait, on sait bien que c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le jeu. Et en fait, au fil des années, donc moi, j'ai commencé en 2004. Moi, je connaissais aucune personne dans mon entourage qui jouait. Et donc,
donc moi, mon cheval de bataille pendant plein d'années, ça a été de convertir les gens aux jeux de société. Et ben souvent, au début, les gens ils disaient ah non, moi j'aime pas jouer. Ou alors quand on disait allez, on va faire un jeu de société, ils disaient ah ouais cool, allez, on appelle les enfants, on va essayer de faire un jeu. Et donc pour eux, c'était vraiment pas sérieux et c'était pas possible qu'un adulte puisse aimer ça, quoi, les jeux de société. Et alors donc tu mets le pied dedans, vraiment à ce moment-là. Et alors qu'est-ce qui t'intéresse comme jeu justement pendant ces premières années de découverte? Donc Colon de Catane, on a vraiment joué des dizaines et des dizaines de parties. Au bout d'un moment, je me suis quand même dit c'est quand même super comme jeu, mais peut-être qu'il existe d'autres jeux. Et en fait, je me suis rappelé, quand j'étais encore plus jeune, j'avais un cousin qui était passionné de jeux de rôle. Je me rappelle, il m'avait parlé de Donjons et Dragons. Alors moi, vraiment, ça me passait au-dessus. Je l'avais entendu en parler, mais ça ne m'intéressait pas du tout. À l'école, il y avait des joueurs de Magic. Ça ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais joué à Magic, alors que j'ai remarqué dans l'histoire de tous les gens qui sont passionnés maintenant, beaucoup disent qu'ils ont commencé par Magic, etc. Donc moi, ce n'était vraiment pas mon cas. Mais par contre, un jour, avec mon cousin, il m'avait fait aller à Lyon dans une boutique de jeux à Descartes et en fait je me rappelle bien qu'à cet endroit il y avait pas mal de jeux de société bizarres et donc une fois que je me suis dit peut-être qu'il y a autre chose que Colon de Catane, et je me suis dit allons voir cette boutique et c'est là que forcément j'ai mis le doigt dans l'engrenage et puis la caverne d'Ali Baba. Voilà. Et là alors à l'époque c'était vraiment il y avait beaucoup de jeux qui étaient des imports, donc c'était des jeux, la boîte était en allemand, c'était une règle, ils avaient découpé le cellophane et puis ils avaient glissé une règle traduction en française à l'arrache à l'intérieur. Il y avait beaucoup de jeux qui s'achetaient comme ça, mais les premiers jeux que j'ai découverts, je crois que je me rappelle de Alhambra que j'avais essayé, que j'avais adoré, Tigre et Euphrate. Enfin, je crois qu'en 6 mois j'avais dépassé les 500 jeux de société achetés. C'est allé à une vitesse, c'était impressionnant. Vraiment très très vite, ouais. Une grosse ludothèque, quoi. Ouais. Et t'as entraîné Céline, ta femme, là-dedans? En fait, elle a même découvert. Je l'ai pas entraîné, on l'a découvert ensemble. Ouais. Okay. Alors c'est vrai que c'est plus moi après qui ai été moteur dans le fait d'acheter des trucs, de jouer. Et d'ailleurs, au fil des années, peut-être que je l'ai même un peu saoulé à toujours vouloir jouer. Le problème, comme je disais, c'est qu'autour de moi, il n'y avait pas de joueurs, j'avais pas d'association. Donc vraiment, la seule personne avec qui je pouvais jouer, c'était elle. Et moi, j'avais envie de tout le temps jouer. Et donc à cette époque-là, c'est là où j'ai découvert Trick Track, Board Game Geek, etc. Et donc c'est pour ça que oui, je suis bien fan du personnage de Fall parce que je lui dois beaucoup par rapport à ça. Il a réussi à assouvir ma soif de jeux de société pendant des années et des années. Et donc, je crois que c'est le cas de nombreuses personnes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, comment tu arrives après donc tu me dis 2004, vraiment le début. Ouais. Et comment tu arrives jusqu'à 2013 où tu sors Myrmès, donc ton premier jeu. Voilà, comment tu te dis, voilà, j'ai une idée, je me lance. Est-ce que c'est une mécanique? Est-ce que tu es un passionné de fourmis? Je ne sais pas. Et en fait, comme je disais, malgré que je me sois, donc j'ai vraiment eu la passion après des jeux, j'en ai acheté plein, mais j'ai vraiment jamais eu le regard d'auteur. Peut-être quand même qu'à chaque fois que je jouais, je me suis certainement toujours demandé pourquoi ça me plaît, pourquoi ça c'est un jeu qui marche, qu'est-ce qui est intéressant dedans. À mon avis, mon esprit un peu mathématique a toujours essayé de décortiquer les jeux, mais vraiment pas dans un état d'esprit d'auteur, quoi. Vraiment, ça m'intéressait, quoi. Et donc j'ai commencé en 2004. Après, j'ai joué tout seul chez moi pendant des années et des années. Et après, j'ai découvert près de moi une association de joueurs, les Ludochons. J'ai vraiment mis du temps à franchir le pas parce que moi, en fait, comme je vivais la passion du jeu de société, c'était vraiment moi j'ai les jeux et quand on joue, c'est mes jeux et donc je les explique. Et là, ça me paraissait bizarre d'aller dans un lieu où tous les gens allaient être comme moi et il allait falloir que je joue aux gens des autres qui me l'expliquent. En fait, je m'étais dit ça va être bizarre et ça se trouve je vais pas aimer. Et en fait, non, j'ai bien fait un jour d'aller voir et puis voilà, je suis tombé sur les gens qui étaient comme moi. Ils m'ont accueilli les bras ouverts, moi et Céline. Je crois qu'on les a rencontrés un été. À l'époque, les Ludochons organisaient un festival. On était allé les voir et je crois qu'au bout d'1 heure de discussion avec eux, ils nous avaient déjà inclus dans la voiture pour aller à Essonne. On avait déjà fait un Cannes cette année-là avec Céline, mais du coup, le fait de trouver après d'autres joueurs, on s'est mis à faire plein de festivals, à aller à Essonne, etc. Le fait de faire beaucoup de festivals, c'est ça, à mon avis, qui a tout déclenché. Parce que quand on fait des festivals, là, on rencontre des auteurs.
Et là, je pense peut-être que j'en avais pas la conscience avant ça. Je jouais à des jeux, voilà. Et je sais pas ce que j'imaginais. Est-ce que pour moi, c'était des entreprises qui créaient des jeux? Mais après, quand on va sur des festivals et qu'on rencontre des auteurs vraiment, qui est derrière ça, voilà, qui nous présentent des prototypes, et on voit comment ils réfléchissent, on donne des idées, et puis eux, du coup, ils font des modifications. Et donc, en effet, lors d'un festival, en l'occurrence, c'était à Val d'Isère, les Ludochons nous avaient amenés là-bas, et j'avais beaucoup discuté avec des auteurs. Et sur le trajet du retour, donc on était tous les deux avec Céline. Céline, elle avait bien vu que ça m'avait vraiment intéressé de discuter avec des auteurs, etc. Et elle me dit, et toi, ça t'intéresserait pas de créer un jeu? Oui, quand même, ça pourrait m'intéresser. Que j'avais déjà pensé au thème des fourmis, sans être forcément un passionné de fourmis, mais je me disais qu'il y a forcément moyen. J'adorais les jeux de gestion, de manipuler des ressources, etc. Donc je lui ai dit, moi, ça m'intéresserait de faire peut-être un jeu sur les fourmis. Et puis là, ça a été très vite. Je crois que le soir même, je commençais à découper des trucs. Le lendemain, on jouait déjà à Myrmès, quoi. Ça a une vitesse, ça a été hallucinant, quoi. En moins d'une semaine, le jeu était calé. C'est allé super vite. Ouais, donc en fait, il suffisait de te lancer pour que ça, ça parte, que ça fuse, comme on dit. Et puis après, donc, j'ai montré le jeu au Ludochon. Ils étaient assez critiques, voilà. Après, je me suis dit, ok, c'est cool. J'ai fait un jeu auquel moi j'ai envie de jouer, mais j'ai jamais spécialement eu l'idée de le faire éditer. Pour moi, c'était même carrément impossible. Ça me paraissait mission impossible de trouver un éditeur. Donc après, je l'ai beaucoup mis de côté. Et puis c'est vraiment par chance que après j'ai rencontré des éditeurs. Et puis notamment, en fait, je vais toutes les années à Valménier depuis longtemps. C'est un endroit en fait où des joueurs se réunissent. Et puis parfois il y a des éditeurs. Et justement, alors ça devait être en 2010 du coup, lors d'un hiver, j'arrive avec mon prototype de Myrmès qui s'appelait pas comme ça, il s'appelait Enterprise. Et l'idée c'était vraiment, comme il y avait plein de joueurs, de le travailler, de l'améliorer encore, etc. Quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait l'équipe d'Istari. Donc Istari à l'époque, il faut voir, maintenant les gens ne le connaissent pas, mais Istari à l'époque c'était vraiment très prestigieux. Quand on était amoureux des Trick Track TV, forcément on adorait Cyril Demeg qui passait expliquer les jeux de gestion, etc. Donc c'était vraiment pour moi à l'époque la Rolls-Royce des éditeurs en France. Et du coup j'ai halluciné quand j'ai vu que à Valménier cet éditeur s'était déplacé. Je savais même pas qui devait venir ici. Et donc je me suis dit mon objectif cette semaine c'est de réussir à avoir l'opinion de Cyril Demeg qui à l'époque était vraiment mon idole, quoi. Donc petit peu tremblant quand même pour y aller. Ouais. Et du coup c'est bien d'avoir osé en tout cas. À l'époque en fait il sortait Olympos bientôt. Cyril souvent se retrouvait dans les salles de jeu de Valménier et puis faisait tourner le prototype d'Olympos. Donc moi j'en avais profité pour me glisser dans une partie. Et puis à la fin la petite boîte sous le bras, je lui dis et sinon moi j'ai un prototype si jamais ça vous intéresse de l'essayer, c'est sur les fourmis. Et j'ai senti sur ce moment-là qu'il n'était pas forcément là pour travailler, mais il s'est un peu senti obligé de dire oui, on va essayer ça, si tu veux, on essaiera un matin. Forcément, j'ai quasiment pas dormi. Je me suis dit, bon. T'as refait toutes les règles dans la tête. Ouais, en plus, pour de vrai, avec un copain, Vincent, donc le soir, je crois qu'on a joué jusqu'à 3h du mat en essayant des trucs, en rejouant, en testant des règles, etc. Donc, je m'étais vraiment mis la pression. Et le lendemain, donc sur le coup des 10h, je vais frapper à leur appartement. Puis je leur dis, je viens pour qu'on joue à mon jeu. Et j'ai bien senti que je les embêtais. Limite, ils étaient sur leur téléphone, limite, ils avaient levé la tête. Donc, et en fait, si tu peux revenir dans une demi-heure, peut-être qu'on essaiera. Donc voilà. Donc bref, je suis reparti. Et ensuite, allez hop, j'y suis retourné. Donc cette fois-ci, il s'est senti un peu obligé de venir tester mon prototype de jeu. Voilà. Il a demandé, quelqu'un veut venir jouer ? Puis là, il y a eu un grand silence. Et à mon avis, je le comprends après coup, c'est parce que les éditeurs, souvent, ils sont obligés de tester des jeux, des fois qui sont longs. Ils voient au bout de 5 minutes que non, c'est pas pour eux, que c'est pas intéressant, mais ils sont obligés de se taper 2 heures de jeu. Ça peut être fastidieux parfois, peut-être. Pas forcément intéressante. Donc, je comprends que des fois, ils soient peut-être un peu réticents à ce genre de choses, surtout quand on est en vacances, quand on n'est pas là pour ça. Et donc, il y a quand même une personne, je le remercie, qui a dit, moi, allez, je veux bien essayer. Donc, on s'est enfermé dans une salle de jeu. Je leur ai expliqué le jeu. Puis là, ça a été, je pense, la meilleure partie de ma vie d'un jeu de société. Parce que forcément, donc à la fin des explications des règles, ils étaient là, c'est original, c'est bien, ça fait envie. Tu avais capté l'attention ? Ah oui, là ils étaient à fond, je sentais bien. Donc voilà. Et puis ensuite, au bout de... le jeu Myrmès se joue en 3 années. Alors, à l'époque, il s'appelait Enterprise. Et je leur avais dit, mais je ne vous prends pas tout votre temps, on fait juste 1 ou 2 tours. Voilà. Donc on finit la première année. Puis là, je leur dis, on n'est pas obligé
obligé de continuer, hein, ça vous donne une idée du jeu. Puis ils me disaient, ah bah si, quand même, on va pas s'arrêter, on va faire la 2e année. Et puis plus ça allait, et plus on les voyait vraiment pris dans le jeu. Cyril, à l'époque, parlait un peu à haute voix, disait, ah, c'est quand même bien, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu aussi bien. Hier, on a joué à ça, et c'était vraiment pas cool. Les jeux de gestion, maintenant, c'est vraiment plus intéressant. Là, il y a vraiment des choix, le thème est original. Donc, 2e année, on sentait bon. que ça montait en puissance. Donc, 2e année, pour la forme, je leur dis quand même, on peut s'arrêter là si vous voulez. On n'est pas obligé de faire la 3e année. Forcément, ils ont voulu terminer. Et puis après, là, ça a été le rêve, les superlatifs pendant la 3e année. Et même, en fait, à un moment donné, sans que je m'en rende compte, ça a basculé. Et ils réfléchissaient même carrément à la date à laquelle ça allait sortir. Ah oui. Enfin, moi, j'étais vraiment... j'en ai encore de l'émotion d'en parler 10 ans après, quoi. Et même plus que 10 ans après. Ouais. Et du coup, donc, ils sont partis. Il m'a demandé de partir avec la boîte pour y rejouer, pour être sûr de ses sensations. Et puis, moi, je suis parti. Je ne savais plus... T'étais sur un petit nuage un peu au départ. J'étais sur un petit nuage. En fait, Céline était en train de gérer mes enfants qui étaient tout petits. Ils étaient au ski. Et donc, je suis allé voir Céline et j'ai tout simplement éclaté en sanglots parce que je ne revenais pas de ce qui m'arrivait. Et puis voilà, donc c'était un moment incroyable. Et puis, je les ai revus en fait le lendemain. Et on était le 1er avril. Donc, c'était vraiment en fin de saison de ski. Et puis, ce jour-là, il m'a dit, allez, je vais signer Myrmès. On va éditer Myrmès. J'ai pu faire la blague à tous mes amis Ludochon. Un 1er avril, je leur ai dit, aujourd'hui, 1er avril, je vous annonce que Enterprise va sortir chez Istari. Voilà, et c'était pas une blague. Et voilà, c'était pas une blague. Et donc, ça, c'était donc 2010. 2010. Et donc, le jeu est sorti après, en 2013. il y a eu le temps du développement. Ouais. C'est quand même allé assez vite parce qu'en réalité, il est sorti à Essen 2012. Donc, il est sorti à Essen 2012. Et après, il a eu l'As d'Or à Cannes en 2013. C'est ça. Juste après. Et donc, oui, c'est allé quand même assez vite, en fait. Surtout qu'à l'époque, Istari, il travaillait sur plein de jeux. Et il y a même certains jeux qu'ils traînaient dans les cartons depuis longtemps, qu'ils n'arrivaient pas à régler. Et il y a des jeux même qui ne sont jamais sortis. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on signe un jeu avec une maison d'édition, malheureusement, surtout, c'est des trucs aussi complexes, que on a la garantie qu'il va sortir. Et là, en l'occurrence, que le jeu sorte au bout de 2 ans, ça s'était plutôt pas trop mal passé. Et sur un premier jeu comme ça, donc effectivement, on est un peu fébrile, on ne sait pas trop comment il faut faire avec l'éditeur, etc. Comment tu as travaillé Est-ce que du coup, tu as laissé vraiment faire l'éditeur ou est-ce qu'il y a eu un vrai travail sur le développement et sur les choix artistiques, etc. Tu as pu être vigilant à ça et avoir ton mot à dire C'est vrai que ça, en fait, maintenant que j'ai du recul, je sais que c'est vraiment variable et que ça dépend des éditeurs. Moi, en fait, à l'époque où je l'ai signé, donc Myrmès, il y a plein de gens qui étaient à Valmeinier, des joueurs qui connaissaient le milieu depuis longtemps, qui me disaient, tu verras, avec Istari, ton jeu, tu le reconnaîtras même pas quand il va sortir. Et en fait, ma grande fierté, c'est que les joueurs qui ont rejoué à Myrmès une fois sorti et ceux qui y avaient joué avant que Istari le découvre, ils n'ont pas vu les différences. Donc ça, c'est une de mes grandes fiertés. Mais malgré tout, il y a eu d'énormes changements dans les réglages. Et en fait, en effet, ça a été des échanges tout le temps. Au niveau mécanique, j'ai toujours été impliqué. Donc ça, c'était vraiment un régal. Et j'ai beaucoup appris avec eux parce que vraiment, c'était les experts du jeu de société compliqué de l'époque. Et il y avait Thomas Coet, donc qui travaillait dans l'ombre et qui a beaucoup qui a réglé le jeu et qui m'a donc beaucoup appris. Par contre, sur les choix graphiques et éditoriaux, là, par contre, j'ai moins eu mon mot à dire, voire même, j'ai découvert un peu le jeu tel qu'il était à la fin, quoi. D'accord. Et avec quel effet, du coup Forcément, c'est toujours un des meilleurs moments quand on voit le jeu. Alors, peut-être que ça peut arriver des fois d'être déçu, mais non, moi c'était avoir mon nom sur une boîte et puis le logo Istari, je pouvais pas rêver mieux. Les yeux qui brillaient. Ouais. Et alors du coup, c'est assez super comme aventure parce que être nommé aux As d'Or pour ton premier jeu. Ouais. Et en plus avoir le prix, c'est ça. C'était vraiment success story un peu là. Déjà le fait que le jeu sorte chez... Alors que vraiment, moi, le jour où j'ai voulu montrer le jeu à Cyril Demeg, c'est vraiment... Je me suis dit, ça va être super, il va me donner des super conseils pour pousser le jeu encore plus loin. Carrément qu'il l'édite, de gagner l'As d'Or pour le premier jeu, pour même le premier prototype que j'ai jamais fait. Donc c'était quand même un peu inespéré. La même année, j'ai même gagné le Trick Track d'Or, parce qu'à l'époque, tous les ans, sur le forum Trick Track, les joueurs faisaient des votes, etc. Ou c'était peut-être pas les joueurs, je crois que c'était l'équipe de Trick Track avec plein de joueurs qui
se réunissaient à certains endroits. Ils se réunissaient même à Lille, chez Anne-Cat et Dimitri, qui après coup, 10 ans après, sont devenus des copains. Donc voilà. Et qui ont fait après leur propre prix aussi, voilà, les Diamants d'Or. Et donc, oui, c'est incroyable. Enfin, je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. Ça a inspiré des gens, certainement pas beaucoup. Je me rends compte quand même que c'est pas grand-chose. J'ai croisé des gens il y a pas longtemps qui m'ont dit, je me rappelle encore de ce que tu as dit quand tu es monté sur l'estrade pour recevoir ton As d'or. Et moi, j'ai halluciné, quoi. Et tu t'en souviens, toi? Non, je m'en souviens pas du tout. Mais les gens, en fait, c'était facile de s'identifier à moi parce que moi, j'étais personne. J'avais jamais fait de proto avant. Quand on a un auteur super connu qui a fait son 30e jeu et qui gagne le Spiel, on dit il y a quand même des gens qui sont forts. Hein. Et alors que là, le pauvre inconnu signe un jeu alors qu'il connaissait personne dans le monde du jeu. C'est facile de s'identifier à cette personne-là et on se dit c'est possible. C'est possible, ouais. Donc moi aussi, peut-être, il faut que j'essaye, quoi. C'est pour ça que. Et alors, donc là, on peut plus le trouver, Mirmes. Donc c'est en projet d'être réédité. Hein. Ouais, on peut parler un peu de ça et après on viendra sur qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans. Oui. Pour reparler de Mirmes, donc en fait, le jeu n'était plus en vente du tout. Et je ne sais pas pourquoi, il y a plein d'éditeurs à un moment donné qui se sont tous posé la question de si ils ne pouvaient pas ressortir. Et j'ai reçu des tas de demandes. Sur Board Game Geek, j'ai reçu plein de demandes d'éditeurs étrangers qui ils doivent certainement faire du sourcing, voir les jeux qui ne sont pas trop mal classés sur le BGG et qui ne sont plus édités. Et alors, ils doivent quand même se laisser quelques années. Donc peut-être là, le fait que ça faisait maintenant 10 ans, il y a plein d'éditeurs qui m'ont demandé si j'étais intéressé pour que le jeu ressorte. Alors forcément, moi, je le suis. Est-ce qu'il était sorti à l'étranger la première fois ? En fait, je ne sais pas comment dire ça sans vexer Cyril, mais c'était en fait un peu la fin de Histari, parce que après Mirmes, je crois qu'il a encore sorti Shakespeare, et puis après, c'était fini. Il s'est fait racheter par Asmodée. Après, il a sorti Unlock, qu'on connaît, donc voilà. Oui, faut quand même se dire qu'effectivement, c'est quand même le père d'Unlock. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, je pense qu'il n'a peut-être pas trop défendu Mirmes. Alors, il est quand même sorti à l'étranger. Il y a eu une version, je crois, espagnol, allemand, anglais, et je crois que c'est tout. Et en fait, normalement, un éditeur de jeu, quand il sort un jeu, il le défend à l'étranger. Il y a un salon qui existe toutes les années, c'est Nuremberg, et c'est là-bas qu'on trouve vraiment des partenaires. Après, je dis ça, il faudra un jour que j'en parle à Cyril, et peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça marche, pour dire il l'avait même pas fait Nuremberg cette année-là. Donc, je pense qu'à l'étranger, Mirmes n'a pas forcément eu ses chances. Donc, il a surtout cartonné en France. C'était devenu à l'époque un peu un classique du jeu de gestion. Mais malgré tout, il est très souvent apparu dans des top 10 des influenceurs américains, Dice Tower, Rado, qui l'ont souvent cité, ce jeu. Donc à mon avis, il a quand même eu un succès d'estime. Et voilà, donc j'ai eu plein de demandes. Et finalement, moi, en premier lieu, forcément, j'ai redemandé à Cyril. Parce qu'en fait, la boîte Histari a été rachetée par Asmodée, mais pourquoi pas le rééditer. Et d'ailleurs, Asmodée, à une époque, a réédité Keylus. Mais en fait, Cyril m'a dit que non, il ne pouvait pas le ressortir. C'était un jeu qui avait un potentiel de vente. Quand on est habitué à faire des ventes comme Unlock, forcément, ressortir un Mirmes, c'était quand même... Donc, il m'a dit que non, lui, il ne le referait pas. Et c'est là que je me suis mis à chercher des éditeurs. Et en l'occurrence, à l'époque, je travaillais activement avec Bombix sur Humanity. Et finalement, eux, ils étaient partants. Donc, j'ai décidé, parce que je les adore et que souvent, en fait, l'édition d'un jeu, c'est des aventures humaines, quoi. C'est des affinités. Et comme on les adore, on a dit qu'on sortirait Mirmes chez eux. Donc là, c'est prévu. Vous retravaillez déjà sur que ça soit de ton côté, sur peut-être des évolutions. Pour l'instant, c'est surtout de mon côté, parce que il y a des petites modifs mécaniques. Enfin, c'est vraiment pas grand-chose, des petits ajustements que j'ai faits. Mais par contre, j'ai envie que ça soit pas seulement une réédition. Donc là, je travaille sur une extension, donc qui va vraiment enrichir le jeu, qui sera optionnel. Et puis pas mal de détails, genre Mirmes à la base c'était un plateau fixe. Maintenant, ça va être un plateau modulaire, donc qui permettra de renouveler un peu plus les parties. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Donc pour l'instant, la balle est dans mon camp. Je finalise tout ça. Et puis après, on va bosser, faire des échanges. Et puis ensuite, ils vont trouver un illustrateur pour le lancer. Et d'ailleurs, ça me fait me rappeler que le point de départ de la réédition de Mirmes, c'est Yann O'Toole, donc un illustrateur super réputé, que tous les Kickstarter de luxe, c'est lui qui les illustre. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de rééditer Mirmes, parce qu'en fait, il est fan du jeu. Donc ça m'a fait très plaisir qu'il me dise ça. Il m'a contacté sur BGG et il m'a dit moi, Mirmes, c'est un jeu que j'adore et je trouve scandaleux qu'il soit plus en vente. Donc je te propose de l'illustrer
illustré. Donc déjà, ça, c'était juste dingue, parce que lui, il a vraiment une aura internationale. Et je me propose même, ça va être facile, je te trouve un éditeur. Donc c'est là où je me suis dit, non, que tu l'illustres, ça c'est le rêve, mais par contre, trouver un éditeur, je peux peut-être m'en occuper. Donc normalement, ça va être lui qui va illustrer le jeu, donc ça va être dingue. Ouais. Ok, bon, on a hâte de voir ça. Donc c'est pour 2024 si tout va bien. Ouais, 2024 au mieux, à mon avis. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait entre 2013 et 2023 en fait, parce que tu n'as plus sorti de jeu et cette année c'est un peu la folie. Oui. Donc, enfin depuis 2022 on va dire, puisqu'il y a quand même eu Turing Machine, bien sûr, qui t'a bien relancé dans le game comme on dit. Bah en fait, comme je disais, ça a vraiment été mon premier prototype Mirmes. Et en fait, créer un jeu, c'est pas allez, aujourd'hui je crée un jeu et hop, ça va marcher. Il faut, je sais pas pourquoi, un concours de circonstances, des idées. Et du coup, c'est sûr que moi, j'ai eu des demandes. Après avoir gagné l'As d'Or, on m'a dit oui, c'est cool, est-ce que tu as des prototypes à nous montrer? Le problème, c'est qu'à l'époque, j'ai pas forcément aussi facilement recréé des jeux. Et donc, j'avais pas grand-chose à présenter aux éditeurs par la suite. Il y a quand même eu pour la blague, j'ai envie de dire. L'année d'après, j'ai sorti chez Purple Brain un jeu, c'était La Cigale et la Fourmi, mais c'était vraiment pour la blague. Parce que Benoît Forget m'avait contacté, c'était presque un jeu de commande. Il m'avait dit ça serait drôle, parce qu'il faisait des jeux sur les contes. On reprenne le conte La Cigale et la Fourmi, comme tu as fait Mirmes avec des fourmis, ça serait drôle. Donc on avait fait ça, voilà, mais là c'était vraiment un travail de commande sur un petit jeu. Et après, oui, pendant des années, en effet. Pour autant, je pense que j'ai jamais arrêté de créer, mais ayant un commerce qui me prenait beaucoup de temps, j'ai pas pu aller au bout de mes idées. J'ai quand même assez rapidement après signé le jeu qui s'appelle Humanity. J'ai signé, donc il y a 8 ans, on est en 2023, donc je l'ai signé 2 ans après Mirmes, mais pour autant, le temps que le jeu se développe, etc., ça a mis un temps fou. Parce qu'il sort cette année, là, prochainement. C'est ça, il va sortir à Essonne. Donc, et ça, je l'ai signé, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai signé, ça devait être 2014. Ouais, en 2014, j'ai dû le signer. Donc, c'est vrai qu'il y a eu le Covid entre deux et tout ça, mais c'est vrai que ça, là, pour le coup, ça peut prendre du temps des fois sur certains jeux. C'est bien de le dire aussi. Mais... Et après, donc, c'est surtout, je pense, ce qui m'a relancé à créer vraiment beaucoup de jeux, c'est les confinements. En fait, pendant le confinement, moi, en tant que commerçant, on était obligé de fermer. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer de créer des jeux, de voir si je peux aller au bout de mes idées. Après Mirmes, avoir gagné l'As d'Or, tout ça, j'avais des demandes. Moi, j'ai toujours été frustré de tenter l'aventure, d'essayer de devenir, entre guillemets, un professionnel du jeu. Et ça, c'est un truc, je m'étais dit, si jamais je me lance pas à fond dans la tentative de devenir auteur, je vais m'en mordre les doigts toute ma vie. Donc, et là, j'avais jamais trop eu l'occasion de le faire. Et les confinements, je me suis dit, allez, cette fois-ci, c'est parti. Et je me mets à fond dedans. Et à l'époque, forcément, c'était un plein temps à créer des jeux, faire des protos, des trucs comme ça. Et puis, c'est là que j'ai eu les idées de Turing Machine, de plein d'autres jeux de logique qui sont sortis. Je crois qu'en une année, j'ai signé une dizaine de jeux. Ça, c'était quand même il y a une paire d'années déjà, le Covid. Et c'est maintenant que les jeux commencent à sortir. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tout arrive un peu en même temps. Ça bouchonne presque. C'est ça, ça bouchonne. Mais en tout cas, voilà, là, ta marque de fabrique, c'est quand même un peu les jeux de logique. Il faut le dire. Alors, tu as démarré avec un gros jeu de gestion. Là, c'est en ce moment plutôt là-dessus que tu es. En fait, j'ai toujours aimé les jeux de déduction, mais en fait, sans vraiment trop savoir comment ça pouvait être créé, par où il fallait prendre, comment démarrer un jeu de déduction ou des trucs comme ça. Et c'est plus Fabien, on a toujours joué ensemble, on adore les jeux de déduction. Et en fait, il m'a un peu appris, c'est bizarre de dire ça, mais il m'a appris comment on pouvait gérer l'algorithmique derrière un jeu de déduction. Et en fait, ça m'a ouvert un étendue des possibles qui était hallucinant. Dans Turing Machine, donc, il avait déjà un jeu, on a déjà raconté l'histoire, mais il avait déjà un jeu de déduction, mais qui se jouait avec des gens autour d'une table et qui était très mathématique, très élitiste. Et c'est là que moi, après, j'ai eu l'idée des plaquettes perforées et que l'ensemble des deux a fait un truc génial. Mais du coup, après, comme je savais faire l'algorithmique, c'est ça qui m'a permis de faire Archéologique, qui sort chez les Ludonautes. C'est aussi un jeu de déduction. Voilà, il y a aussi tous les jeux de logique que je sors chez Banquise, que je sors chez Djeco aussi. Ça, c'est tous des jeux qui sont créés à base d'algorithmique. Sans ce savoir-faire que j'ai acquis lors du développement de Turing Machine, j'aurais pas pu faire tous ces jeux. Donc c'est ça qui m'a beaucoup inspiré. Il y a même une gamme, c'est gamme logique, plus pour les enfants. C'est à partir de 7 ans. Après, moi,
en tant qu'adulte, j'adore ça, mais c'est sûr que ça démarre tôt au niveau de la difficulté. Donc, c'est à partir de 7 ans. Et donc, là, il y a déjà 4 jeux qui sont sortis chez Banquise Éditions. Et il y a aussi donc, toute une gamme de jeux. Ça s'appelle Sologique chez Djeco. Et je crois que j'en ai 8 qui vont sortir en tout. Donc voilà, ça va vite. Et en fait, les petits jeux de logique comme ça, j'ai presque envie de dire, ça compte pas. Déjà, malheureusement, c'est pas référencé sur BGG. Donc, quand on est sur BGG, on peut lister des jeux. L'auteur, on peut voir les jeux qu'il a sortis. Et bien, en fait, la catégorie jeux de logique n'existe pas. Donc, on n'a pas le droit de référencer un jeu de logique sur BGG. Donc, malheureusement, je ne vais pas être crédité comme auteur sur BGG par rapport à ces jeux. Et c'est frustrant pour les gens qui les achètent et qui gèrent un peu leur ludothèque parce qu'on ne peut pas le faire sur BGG. Oui, c'est étrange. Oui, pour eux, c'est pas des jeux, c'est plus des jouets, j'en sais rien. Comme ça se joue tout seul, c'est assez étrange. Alors, on ne va pas revenir sur effectivement Turing Machine parce que je vais inviter les auditeurs à aller écouter le podcast, qui est sorti il y a quelques mois. Mais on peut peut-être parler d'archéologique pour l'avoir testé là récemment avant qu'il sorte. Il y a forcément cette logique, cette mécanique de machine encore, qui permet de voir, de donner des indices suivant les questions que l'on pose. Donc, tu as repris cette mécanique, le développer dans un autre univers. Tu nous en parles un petit peu ? Oui, c'est ça. En fait, le Turing Machine, qu'est-ce que j'ai apporté à Turing Machine ? C'est, comme je disais, les plaquettes perforées. Et donc, c'est cette idée d'avoir un jeu de déduction, parce que dans la plupart des jeux de déduction, les joueurs s'interrogent les uns les autres. Et là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le matériel pour avoir une réponse à des questions. Donc, c'est ça le parti pris de Turing Machine. Et en fait, je me suis dit, OK, on peut superposer des plaquettes et ça te permet d'avoir une réponse, mais en fait j'ai imaginé des tonnes de méthodes différentes pour avoir ce genre de truc. Et d'ailleurs, alors avec Fabien, on a au moins 2 ou 3 autres jeux qui vont sortir de déduction qui reprennent ce principe. On pose du question avec du matériel, des fois c'est par rapport à de la transparence, des fois il y a des trous ou pas, des fois on regarde dans une longue vue, donc ça va arriver bientôt. Mais donc pour archéologique, là aussi l'idée c'était de proposer un truc, une sorte de mécanisme fait de carton qui permettait avec un sélecteur de pouvoir choisir une question. Et donc c'est vrai que c'est la même idée finalement que Turing Machine, même si après les sensations sont complètement différentes et que c'est un jeu beaucoup plus familial parce qu'on doit juste retrouver un assemblage de polyomino. Mais c'est vrai que c'est toujours dans cette idée de faire des jeux de déduction dans lesquels c'est le matériel qui répond au jeu. En fait, on appelle ça j'appelle ça, c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle, j'appelle ça du low-tech. Le low-tech, en fait, c'est quand on a comme si c'était un ordinateur mais qui n'a pas d'électricité, quoi. Ouais. Sur archéologique, la thématique est intéressante parce que on est archéologue et il faut qu'on rentre dans des temples, c'est ça, et éviter les pièges. Donc là, on est à la recherche de pièges et donc on doit reconstituer. Là, on est plus sur des formes géométriques. Oui. Donc des petites tuiles polyomino, donc qui représentent en effet donc le pitch du jeu, c'est que dans ce jeu on est des archéologues et en fait on a découvert une cité dans la montagne et donc on veut rentrer dans cette cité, mais malheureusement elle est truffée de pièges et en fait si on veut récupérer les trésors qui s'y cachent, il faut qu'on commence par la cartographie complètement. Il se trouve qu'à côté de cette cité on a trouvé une carte ancestrale codée. Vous verrez dans le disque il y a des trucs ronds avec plein d'indications dessus, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et on a aussi trouvé un archéoscope, ça s'appelle comme ça dans le jeu, c'est un appareil qui se prend en main avec un sélecteur qui tourne, etc. Et c'est l'appareil qui permet de décoder les cartes du jeu. Et en fait, la finalité du jeu, en effet, on se retrouve avec des petits polyomino qu'on doit replacer dans une grille. Chacun de ces polyomino représente en fait les salles de la cité et certaines cases ont des pièges. Et c'est très important dans la déduction parce qu'à un moment donné, on va poser des questions sur certaines lignes ou certaines colonnes et ça va peut-être nous dire que sur une ligne donnée, il y a tel piège et donc par rapport à ça, vous allez dire ma pièce polyomino en forme de T, il y a un piège dans le coin en haut à gauche, donc elle ne peut pas aller là, donc je vais la réorienter et donc la finalité c'est ça, c'est une sorte de bataille navale un peu plus poussée quand même et dans lequel il faut ruser, c'est quand même un vrai jeu de déduction parce que on pose certaines questions, on choisit vraiment les questions qu'on va poser parce qu'on sait qu'elles vont nous apporter des réponses et puis donc voilà, c'est une course. Le premier joueur qui réussit à cartographier complètement la cité remporte la partie. Et là encore, on a une application que tu as développée. Qui est complètement optionnelle, mais elle apporte beaucoup de choses. En fait, on peut jouer complètement au jeu sans l'application. En fait, au début du jeu, on a des indices et on a le matériel en carton dans le jeu qui permet de déduire les indices
par rapport au matériel du jeu, mais on peut aussi passer par l'application, c'est complètement optionnel, et l'application apporte un peu d'ergonomie, un peu de facilité. Il y a aussi un petit truc rigolo, c'est que, en fait, dans un jeu de déduction, quand vous pensez avoir gagné, faut aller regarder la solution, et si vous vous êtes trompé, vous êtes forcément éliminé, vous venez de voir la solution. Donc dans le jeu, on propose deux choses, soit en effet, quand vous pensez avoir gagné, vous allez voir dans le livret de règles, mais c'est éliminatoire, si jamais on n'a pas trouvé, forcément. Par contre, si on joue avec l'application, que j'ai développée moi-même, on peut en fait proposer sa solution, et là par contre, ça va juste nous dire si on a gagné ou pas, et dans ce cas-là, c'est pas éliminatoire, c'est l'avantage. Alors, donc l'application n'est pas obligatoire, mais elle apporte quand même quelque chose. Et on est toujours en compétitif, hein. Là c'est le premier qui trouve aussi. Hein. Oui, c'est ça. Okay. Là, ça sort donc chez Ludonote. Oui, chez Ludonote, ça va sortir le 15 septembre, le jour de mon anniversaire. Et voilà, on a eu le 1er avril, on a le 15 septembre, jour d'anniversaire. T'as que des dates parfaites. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler, je crois que tu m'avais évoqué avec Fabien, effectivement, un autre jeu de logique, c'était chez Super Meeple, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, avec Fabien, on a exploré d'autres mécanismes qui pouvaient permettre de faire de la déduction. Et en l'occurrence, avec des plaquettes perforées, mais avec un système beaucoup plus simple que Turing Machine, on a fait un jeu d'enquête, mais un jeu d'enquête qui reste quand même un pur jeu de logique. Alors moi, je suis fan de jeux de déduction, et chaque année, quand je vais à Essen, je regarde tous les jeux de déduction qui sont sortis, parce que ça m'intéresse depuis des années et des années. Et le problème, c'est qu'il faut faire le tri. Parce que déjà, les jeux de déduction dans lesquels il y a du bluff, moi, j'aime pas trop. Souvent, c'est pas vraiment des jeux de déduction, c'est des jeux de paris. Ensuite, il y a des jeux de déduction sociale. Et là, c'est pareil. Pour moi, c'est pas vraiment de la déduction. Donc, pour moi, le genre qui me plaît vraiment, c'est la déduction logique. Et là, on est vraiment dans un jeu de déduction logique dans lequel il va y avoir des enquêtes. En fait, le principe, c'est qu'on va avoir des personnages qui sont dans un lieu. Pour la première boîte qui va sortir, ça va être un manoir ou quelque chose comme ça. Et en fait, on peut interroger le jeu pour essayer de comprendre comment se déplace le personnage. Parce qu'en fait, sur notre petite feuille de notes, on a ce lieu qui est répété 6 fois pour les niveaux plus compliqués. Et bien en fait, ça représente le temps. Il y a le temps 1 et on voit les personnages qui sont à des places précises. Et bien en fait, on va pouvoir questionner le jeu et peut-être qu'au temps 4, on voit qu'un personnage, il se retrouve dans telle pièce. Sauf qu'il y a une information qui est universelle pour tous les scénarios du jeu, c'est qu'on sait que tous les personnages, à chaque temps, forcément, ils se déplacent d'une pièce. Et en fait, donc, ça fait que c'est vraiment un pur jeu de logique dans le sens où il va falloir essayer de comprendre par où sont passés les personnages. Mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Des fois, on va juste vous dire, là, il y a 2 personnes dans cette pièce. On va vous dire, ce personnage, le jaune, là, il est passé 3 fois dans la première pièce. Donc, il faut essayer de recouper toutes ces informations, mais ce qui fait que le jeu est vraiment intéressant, on va avoir des scénarios jouables, et en fait, lors d'un scénario, on va vous présenter un lieu, on va vous raconter une histoire, et peut-être que ça va être, il y a eu un assassinat dans le manoir, voilà, on sait que le personnage principal, qui est le personnage bleu, on sait que malheureusement, le lendemain, on l'a retrouvé empoisonné, voilà, et il faut comprendre qui l'a empoisonné. L'indice qu'on donne, c'est qu'on sait qu'à un moment donné dans la soirée, il s'est retrouvé tout seul avec une autre personne, on ne sait pas qui est cette personne, et donc il faut retrouver qui est l'assassin. Le truc vraiment original, c'est que la finalité du jeu, c'est qu'on vous pose une question. On vous dit, qui est le meurtrier et quand l'a-t-il assassiné? Ce qui veut dire que c'est pas un jeu de logique dans le sens où il faut reproduire complètement l'organigramme, il faut juste avoir des intuitions, réussir à trouver où se déplacent les personnages, et des fois très rapidement, même si on ne sait pas du tout où sont allés les personnages, si on retrouve le mouvement du personnage qui est le criminel, et voilà. La finalité, c'est donc de répondre à une question. Donc c'est ce qui fait que ça, à mon avis, ça va vraiment plaire parce qu'il y a plein de scénarios différents. Et donc, ça va être une gamme du coup qui va se développer. Ouais. En fait, normalement, il va y avoir différents plans. Là, il y a une première boîte qui va... Alors, ils nous ont annoncé Cannes 2024. Mais... D'accord. On verra si on arrive à tenir ces délais-là. Et normalement, il y a une première boîte qui va sortir avec un thème donné. Ils avaient tenté le Moulin Rouge, mais c'était pas possible. C'est je sais plus. C'est un bâtiment emblématique de Paris, d'un musée ou je ne sais quoi. Donc bref, ça va être l'univers, ça va être ça. On a déjà 3 histoires qui sont top qu'on a créées. Et après, ce qui est drôle en fait, c'est que c'est une mécanique bac à sable, c'est-à-dire que peut-être que dans une prochaine boîte, ça sera pas un lieu, mais ça sera le monde, et que les pièces pourront être les pays. D'accord. On a même déjà
déjà, en fait, pour dire, on a déjà créé 14 scénarios avec Fabien, certains sont complètement hallucinants. J'en parle juste d'un pour faire rêver les gens. C'est le scénario pandémique. C'est-à-dire que, normalement, dans la plupart des scénarios, on donne la position des personnages au début de la partie. Dans ce scénario-là, on donne la position des personnages à la fin de la partie. Et on dit, cette personne, elle est malade. Et en fait, on donne les lois qui font qu'un personnage peut contaminer un autre personnage. Et il faut répondre à une seule question, qui est le patient zéro? Et en fait, voilà, on sent on se demande d'où c'est inspiré, ça. Ouais. Et en fait, il faut donc remonter les déplacements des personnages, voir qui ils ont croisé. Et donc, comme ça, on a 14 façons de jouer différentes qui sont vraiment... on a de quoi faire. Une fois que vous avez trouvé ça, il y a plein de thèmes, plein de possibilités à explorer, quoi. C'est ça, voilà. Je voulais venir sur un aspect aussi, parce que là, tu as engrainé un peu toute la famille. Je crois que Céline et toi, vous avez des projets ensemble de jeux, et même avec l'un de tes enfants, je crois, c'est ça? Oui. Alors, forcément, étant donné que moi, je suis à fond jeux de société toute l'année sur mes prototypes, la famille est un peu obligée de s'y mettre aussi. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, quand j'étais petit, je détestais les jeux de société parce que mes parents m'avaient forcé. Moi, j'ai toujours essayé, par contre, mes enfants, de ne pas les forcer. Si vous voulez jouer, tant mieux. Si vous ne voulez pas jouer, tant pis. Et j'ai l'impression que par eux-mêmes, petit à petit, ils se mettent à aimer ça. Voilà. Je pense que si je les avais forcés à jouer tout le temps, ils auraient été comme moi, ils auraient détesté. Donc, du coup, ils aiment jouer. Et en fait, en l'occurrence, c'est tombé un peu au moment où moi, je faisais mes jeux de logique. Ils ont eu des idées, donc on a développé des trucs ensemble. Et ce qui fait qu'en effet, là, je vais sortir un jeu de logique avec ma fille, un jeu de logique en co-auteur avec mon fils, un jeu de logique chez Djeco, donc qu'on a fait en famille. Je crois que ça va être marqué Levet avec un S à la fin pour le nom de l'auteur. Donc voilà. Et surtout, plus récemment, donc là, on s'est mis à faire des jeux un peu plus mécaniques, mais là, pour l'instant, c'est vraiment qu'à l'état de prototype. Okay. Et avec Céline, donc on a 3 jeux en co-auteur. Elle a apporté des thèmes, des idées, etc. Sur certains jeux, elle en a même fait plus que moi. Donc là, j'ai 3 jeux à l'état de prototype qui sont très avancés et que je présente aux éditeurs. Donc j'espère que très rapidement, on les signera. Okay. Et puis mes enfants, qui chacun de leur côté ont des petits protos et commencent à mettre le doigt dans l'engrenage. C'est super. Alors, sans jeu de mots, en plus, les engrenages. Qu'est-ce qui sort du coup par tes enfants et toi? En fait, c'est chez Djeco. D'accord. Chez Djeco, il y a des jeux de logique. En l'occurrence, donc ma fille, ça va être plus en fin d'année. Il y a un jeu qui s'appelle Hôtel Logique. C'est des bâtons en fait qu'on doit mettre dans une sorte de structure en bois. Et en fait, il y a un moment donné un défi. Ça va vous dire, dans cette fenêtre, il faut qu'on voie tel personnage. Et sauf qu'on va mettre des bâtons dans le truc. Et certains bâtons, des fois, vont boucher des fenêtres, etc. Donc voilà, c'est un pur jeu de logique comme ça. Avec mon fils, donc on va sortir un jeu qui s'appelle Trafic Logique chez Djeco. Et c'est un jeu dans lequel, pareil, il va falloir déplacer des personnages d'un lieu à un autre. Mais en fait, on a des véhicules qui ont plus ou moins de place. Le problème, c'est que quand on déplace un véhicule, il faut forcément qu'il soit complet. Donc si on a un bus qui a 3 places, malheureusement, il faut déplacer 3 personnages. Et en fait, on a plein de personnages sur la map. On sait où ils doivent arriver. Et voilà, il faut réussir à trouver le mouvement des différents véhicules qui sont sur le terrain, qui vont permettre d'amener tout le monde à sa place, quoi. Donc voilà. Et puis le jeu qu'on a fait en famille, c'est en fait on est allé à New York. Je crois que vous aussi vous êtes allé à New York. Ouais. Et on y retourne là au mois d'octobre. D'accord. Une fois là-bas, en fait on aime bien quand on part en voyage avec les enfants de se dire allez, si on crée un jeu ici. Et puis on s'est dit à New York, allez, si on crée un jeu. Et en fait le truc qui nous a inspiré, c'est la Skyline, parce que forcément à New York, voilà. Et en fait on a fait un jeu de logique qui s'appelle pas Skyline, malheureusement je ne sais plus le nom, mais c'est des polyomino qu'il faut placer. Il faut respecter en fait le relief de la cité en plaçant des petits polyomino. Donc voilà, ça c'est créé en famille. Et c'est super. Donc le prochain podcast, ce sera avec tout le monde. Ouais. Ok, et tout ça sort avant la fin de l'année? Ouais, tous les jeux de Djeco, là, il y en a même déjà 3. Après, j'ai en plus sorti un autre jeu avec Fabien chez Djeco. J'en ai 3-4 autres. T'en es à combien là en finale édité ou à venir éditer? En fait, signé, je pense une quinzaine, vingtaine, mais vraiment sorti 4, 5, 6, 7, 8, si je compte ceux qui sortent en fin d'année. Ouais, c'est quand même une quinzaine déjà sortie. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce qu'on dit un petit mot sur Humanity quand même pour finir? Ouais. Donc Humanity, c'est un jeu qui va sortir chez Bombix. C'est un jeu de gestion de ressources, de déplacement d'ouvriers. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt des astronautes. En fait, à la base, c'était un thème. C'était des châteaux, on construisait. C'était assez classique. Et c'est pour ça, je pense que le jeu a mis du temps à
sortir parce que c'est un univers qui parlait pas trop à Bombix. Et en fait, déjà, moi, j'ai mis le temps pour le régler mécaniquement, mais après, il a fallu trouver l'univers. Et donc, à partir d'un moment, on s'est dit, ça pourrait être cool si c'était un jeu sur la conquête spatiale. Mais je dis conquête spatiale, en fait, ce qui est cool, c'est que ce qu'ils ont voulu faire, c'est que c'est pas un jeu de science-fiction, Humanity, c'est vraiment c'est une œuvre d'anticipation. C'est-à-dire que ça tombe bien, Erwan et son frère Loïc sont fans d'astronomie, je sais pas comment on dit, de la NASA et tout ce genre de choses. Et du coup, ils ont vraiment une grosse culture par rapport à ça. Et donc, ils se sont renseignés sur tout ce qui était possible, etc. dans le futur. Et bref, toutes les ressources qui sont utilisées dans le jeu sont vraiment des choses réalistes qui vont arriver. On utilise le carbone. Donc, le jeu se passe sur Titan, qui est une des plus grosses lunes, qui est la plus grosse lune de Saturne. Et par exemple, dans le jeu, il y a des lacs de méthane, parce qu'en effet, nous, sur Terre, on a de l'eau, avec de la pluie d'eau. Et sur Titan, il y a des lacs de méthane et il pleut du méthane. Donc, D'accord. tout ça, c'est vrai. Donc, voilà, il y a vraiment eu un travail par rapport à ça. Recherche. Ouais. Donc, ça nous a beaucoup aidé, d'ailleurs, pour faire évoluer le jeu au niveau du thème et tout. Et ils ont fait un travail de dingue. Donc, ça, les gens vont le découvrir. Mais déjà, l'édition est magnifique. Il y a une grosse boîte avec plein de rangements, etc. Et surtout, il y a un livret de règles qui est broché, qui est solide et qui est super gros. Il y a 50 pages et quelques. Donc, ça, c'est assez hallucinant. Et dedans, il y a même des histoires qui ont été écrites par Erwan, qui ont été retravaillées par un vrai écrivain professionnel. Il y a eu des notes scientifiques de personnes qui travaillent à l'ESA, c'est l'agence européenne spatiale. Et donc, vraiment... au-delà d'un jeu, c'est un univers. Quoi. Un boulot de fou qui a été fait. Et puis voilà. Et là, donc, moi, je commence tout juste à jouer avec la vraie boîte de Humanity. Le jeu va vraiment sortir en septembre, mais moi, j'ai déjà une boîte de production. Et donc, je commence tout juste à faire mes premières parties de ce jeu-là. Et donc, j'adore. Je pense que je peux le dire, le temps que le podcast sorte, je pense que ce sera fait. Mais le jeu est même développé sur BGA. Donc là, actuellement, on est en plein test. Et le développeur qui a fait ça, c'est incroyable. Comme l'interface est parfaite. Donc, on n'arrête pas d'enchaîner les parties de Humanity sur BGA. C'est top. Eh bien, super. Je ne sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on s'est vu, on avait fait un petit portrait chinois ludique. Ah oui, non. Alors oui, on va voir ça. Ouais. J'ai préparé d'autres petites questions de portrait chinois ludique. Elles étaient surprenantes, les questions, et des fois... Donc là, j'en ai 3 autres. D'accord. Alors, parce que je me suis dit, comment je vais faire si je fais mon petit portrait chinois ludique, je ne vais pas reposer les mêmes questions. Ouais. Ça aurait pu être drôle de voir si tu dis la même réponse. Mais... Ouais. je crois me rappeler que je n'avais pas été très original, j'avais été désarçonné par les questions. Ouais. Bon, peut-être. Bon, j'espère que ce sera moins désarçonnant. Donc, si tu étais un matériel de jeu, qu'est-ce que tu serais? Matériel de jeu. Des dés, des cartes, des meeples, des figurines, une application, un sablier. Non, pas application justement, parce que moi je suis dans la démarche de faire du low-tech. Moi, j'ai bien envie de dire une tuile un peu biscornue, mais qui a un rôle assez complexe. On ne comprend pas tout de suite pourquoi elle est si biscornue et qu'est-ce qu'elle va nous apporter comme information. Donc, du matériel un peu déroutant qui va être intelligent, quoi. Enfin, non, il ne faut pas dire ça. Je ne veux pas dire que je suis intelligent, mais en tout cas, du matériel qui va vraiment avoir un usage surprenant. Ok, très bien. Si tu étais un type de jeu, donc plutôt euro, Ameritrash, gestion, enquête, logique. Alors, ambiance. Malgré tout, même si là, j'ai fait beaucoup de jeux de déduction, j'adore ça, mais mon type de prédilection, c'est les Eurogames, les jeux de gestion de ressources. J'adore quand on construit des choses. J'adore les jeux où on monte un moteur, qu'on sent la montée en puissance. Donc, c'est plutôt ce genre de jeu. Ouais. Ok. Et alors, dernière question, si tu étais un illustrateur, qui tu serais ? Ça va être dur, parce que forcément... Et en fait, ce que je vais dire, c'est hors sujet, mais que moi, je suis vraiment impressionné par les illustrateurs. Et en fait, souvent, je pense que nous, en tant qu'auteurs, on n'a pas de talent, on a envie on est motivé, on passe du temps, et faire un jeu, finalement, n'importe qui peut le faire, quoi. Parce que peut-être que ça impressionne les gens quand ils voient Turing Machine, mais moi, Turing Machine, ça m'a pris 1000 heures à le faire, et puis c'est certainement des mois et des mois de réflexion par rapport à ça. Donc les gens voient Turing Machine et peut-être se disent, c'est impossible de créer Turing Machine. Si tu prends 5 ans de ta vie pour le faire, ça sera faisable. Alors que les illustrateurs, en fait, alors déjà, il y a beaucoup qui disent que c'est du talent, mais non, c'est du travail avant tout d'être illustrateur. Et en fait, pour moi, ce sont eux les vrais artistes du
milieu, il y a certaines personnes qui jamais de leur vie pourront être illustrateurs, alors qu'être auteur, c'est beaucoup plus accessible. Et puis, si je devais être un illustrateur, je dirais Pierrot, parce qu'il est tellement rigolo, j'adore son état d'esprit, et puis j'adore comme il dessine, il a un look super, donc voilà. Ok. Alors, la dernière fois, tu m'avais conseillé d'interviewer Cyril Demeg. Alors, c'est pas encore fait. D'accord. J'espère prochainement Ouais. sur un festival. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre depuis que tu aimerais que j'interviewe? Fall. Je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé, mais comme je lui ai déjà dit à M. Fall, il y a plein de gens qui sont dans le monde du jeu grâce à lui. En fait, il a su créer des vocations parce que Trick Track, ça a duré tellement longtemps. Et puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médias qui existaient. Et donc, si on voulait assouvir son désir de jeu, il n'y avait pas de choix. C'était Trick Track. Et heureusement que Trick Track existait. Et je suis sûr que j'exagère peut-être, mais peut-être 75% des gens qui travaillent dans le monde du jeu maintenant, ils ont acquis cette vocation grâce à Fall, quoi. Ok. Écoute, merci. On termine avec notre phrase habituelle. Maintenant, tu la connais. Ouais. Donc, au jeu signé Johan Levé. Tu joues ou quoi? J'espère que cette interview de Johan Levé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode et à me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Allez aussi faire un tour sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? David vous y présente de nombreuses vidéos règles et retours de festival. La review de Humanity est même bientôt au programme. Dans le prochain épisode, vous pourrez découvrir Romary Gallonnier, l'auteur notamment de Splitto, Focus ou encore Fruit to Play, la nouveauté d'Explorate. Restez bien à l'écoute!